Merci, Madame la directrice générale de Hayo. Elle est notre invitée aujourd'hui pour parler évidemment de l'opérateur qu'elle dirige, hein. Je suis d'autant plus à l'aise qu'elle-même est à l'aise cet après-midi. Ravi encore une fois de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire en ligne. Rendez-vous que nous tenons depuis bientôt un an pour mettre au devant de la scène l'ensemble des grosses problématiques qui regardent le numérique au Sénégal et ailleurs dans le monde. Nous vous donnerons ou redonnerons le lien vers notre chaîne YouTube pour tout suivre. Ce mercredi 21 avril 2021, un Zoom plein et entier, comme on dit, sur un opérateur qui a toujours suscité la curiosité du journaliste IT que je suis, une curiosité personnelle parce que l'opérateur ne figure pas régulièrement, en tout cas selon mon niveau d'information sur les rapports de l'ARTP, l'opérateur ne dérange personne, ne dérange aucun acteur finalement au point où on l'oublie parfois. Mais c'est fini si j'en crois la directrice générale et son équipe, notre invité cet après-midi. Bonsoir Fatimata Anba. Oui, bonsoir. Bonsoir Ousmane Gueye. Bienvenue, ravi de vous recevoir. Un plaisir et un honneur de vous recevoir. Diplômé d'une prestigieuse école de formation, vous allez vous présenter tout à l'heure, pas moins de 30 ans dans des domaines en lien avec le digital. Grande connaisseuse des secteurs publics et privés du Sénégal. Enfin, il me semble essentiel de souligner que votre opérateur est très attaché à l'inclusion numérique et c'est d'ailleurs votre cœur de métier à Matam, on y reviendra. Opérateur qui est issu d'un consortium de plusieurs entreprises sénégalaises, fait rare comparé aux autres opérateurs que nous avons sur le marché des télécoms au Sénégal. D'où les nombreuses questions qui vous attendent, les miennes, celles du public et d'autres qu'on posera sûrement encore et encore et même sûrement après la tenue de ce webinaire. L'opérateur Hayo qui est issu du Pulaar, vous allez en dire un mot certainement. L'esprit de cette initiative, je le rappelle, il est simple, c'est vous permettre d'aborder des points importants en lien avec la vie de votre opérateur de téléphonie, échanger avec nous, les journalistes, IT et le public toujours nombreux et toujours fidèle. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier infiniment tous ces fidèles du rendez-vous des après-midi de la tech qui nous suivent depuis le début et participent pleinement activement dès le démarrage de cette initiative. J'ai trop parlé, Fatimata Anba, alors que vous êtes, disons, notre invité spécial cet après-midi. Une première question, certainement, avant d'en venir à la présentation. De quoi est constitué l'après-midi d'une directrice générale de Hayo? Merci Ousmane Gueye. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer tous les participants à ce webinaire, de leur souhaiter une bonne santé ainsi qu'à leurs proches. Et je souhaite également un bon ramadan à tous les musulmans. Je vous remercie pour l'invitation et l'occasion offerte pour présenter l'opérateur de services universels du Sénégal et ses réalisations. Comme vous l'avez dit en préambule, donc je suis en fait issu d'un domaine scientifique. Je suis plus formé d'abord sur l'électronique, électrotechnique et automatisme, où j'ai eu un master à l'université Pierre et Marie Curie de Paris. Ensuite, un DSS d'informatique industrielle et j'ai bifurqué vers l'informatique. C'est de là que j'ai fait donc, de l'informatique au niveau des usines de montage d'un constructeur automobile européen, Renault, pour ne pas le citer. Ensuite, voilà, sur les films de fabrication, près de 10 ans d'expérience chez cet opérateur-là, avec des déploiements de projets au niveau de leurs usines de montage de véhicules. Ensuite, donc, je suis rentré au Sénégal pour faire toujours de l'informatique, mais pour monter une société de services, une SS2I, société de services en ingénierie informatique, où j'ai accompagné, dès que je suis arrivé, j'ai commencé par une mission au ministère des Finances, au niveau de la cellule de suivi du programme de lutte contre la pauvreté, qui était l'entité qui gérait le document de stratégie. Bon, on ne va pas s'éterniser. Ensuite, au niveau de l'ADIE, j'ai été recruté par Mohamed Tidiane Seck pour accompagner l'ADIE au niveau de leur outil collaboratif, au niveau de l'intranet gouvernemental. Donc, on a cheminé longuement au niveau des procédures, de la dématérialisation également des procédures administratives et de la mise en place en fait de tous les outils de modernisation au niveau de l'administration. Mais également, j'ai travaillé toujours au niveau de l'IT, dans d'autres secteurs privés, pour développer des solutions. C'est comme cela, après, donc j'ai été directrice générale également d'Alinis, qui est une société
la SS2I dont je vous parle, donc, qui est également membre du consortium, on y viendra. Je ne sais, on n'a pas beaucoup de temps, M. Gueye, donc je vais aller à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'opérateur de service universel. Alors, l'opérateur, on dit souvent Hayo. Hayo, et Hayo, comme vous dites, ça veut dire bienvenue en langue poula. Hayo est aussi la marque des produits et services de l'opérateur de service universel. Parce que l'opérateur de service universel, c'est CSU. Et CSU a créé une entité opérationnelle qui s'appelle Hayo, qui est chargée de l'exploitation commerciale. Alors, cet opérateur CSU, consortium du service universel, est un regroupement d'acteurs 100% sénégalais qui interviennent dans le secteur du numérique. Ce consortium s'est mis en place en 2007 quand l'État du Sénégal a lancé son appel d'offres international pour octroyer une licence de télécommunication pour le service universel dans une zone pilote que l'État avait choisie, qui est la zone de Matam. Et ce consortium a remporté l'appel d'offres et ainsi a obtenu la licence de télécommunication. Cette licence, c'est une licence globale permettant de faire tous les services de télécommunication et intégrant une passerelle internationale. Il faut noter aussi que l'État a lancé cette licence de ce service universel d'abord en phase pilote dans la région de Matam. C'est pour ça qu'on parle aussi de licence régionale. Donc, CSU, qui est un opérateur de service universel, dispose de son propre plan de numérotation. Il faut informer les gens. Donc, le préfixe, c'est le 72 sur le mobile et 36 sur le fixe. CSU dispose également de fréquences pour opérer. En tant qu'opérateur, on dispose de fréquences pour pouvoir opérer. CSU dispose de ressources techniques opérateurs au niveau national et international. Tout ce qui est point sémaphore, tout ce qui est mobile network code. C'est pour ça qu'aujourd'hui, M. Ousmane Gueye, CSU, bien qu'il soit méconnu des Sénégalais, est le quatrième opérateur de téléphonie au Sénégal. Bien qu'étant régional pour le moment, quatrième opérateur de téléphonie. Allez-y, allez-y. OK. Donc, en fait, la différence déjà entre CSU et sa marque Hayo et les autres opérateurs, c'est que l'opérateur est dédié à la politique de service universel de l'État. L'opérateur a une licence, la licence qu'on exploite a été créée spécifiquement pour cet effet. On a également le caractère spécifique de cette licence. La licence a un caractère de désenclavement numérique ou bien d'inclusion numérique des zones reculées et défavorisées. Ce sont des zones en fait à faible connectivité ou des zones sans connectivité. Autre spécificité de l'opérateur et de la licence, c'est le caractère régional. D'habitude, quand l'État octroie une licence, c'est une licence de télécommunication au niveau national. Aujourd'hui, la licence de service universel pour l'opérateur de CSU est au niveau régional. D'accord? Donc, si vous permettez que je continue, je vais revenir en fait sur la source et la portée réglementaire du service universel des télécommunications. Parce qu'on dit opérateur de service universel, il faut qu'on explique c'est quoi le service universel. Le service universel des télécommunications est une obligation de notre cadre législatif et réglementaire national. Seulement au niveau supranational, le service universel résulte d'une recommandation de l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications. D'une part, et d'autre part, le service universel est aussi repart des textes réglementaires issus des dispositifs communautaires ouest-africains, notamment l'acte additionnel donc, du 19 janvier 2007 relatif à l'accès service universel de la CEDEAO, également la directive numéro 3 de l'UEMOA relative à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunication, mais également la directive numéro 4 2006 CM de l'UEMOA relative aux services universels et aux obligations de performance du réseau. Donc le Sénégal, qui en qualité d'État membre de ces institutions et organisations intergouvernementales, est signataire de ces textes communautaires. Et le Sénégal a transposé en fait ces normes dans ses lois internes, notamment la loi 2018-28 du 12 décembre portant Code des communications électroniques. Et ce service universel, c'est quoi? Le service universel, c'est l'ensemble minimal des services de communication électronique de bonne qualité qui, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables. Donc, c'est très important. L'ensemble des services, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population à des conditions tarifaires abordables.
Et ce service universel, comme on peut trouver des services universels dans d'autres secteurs, est une prérogative de l'État, qui peut la déléguer à un ou plusieurs acteurs privés via des procédures d'appel d'offres pour l'octroi de cette licence-là, conformément au décret. C'est comme cela que l'État du Sénégal, en 2007, a lancé un appel d'offres international pour octroyer la première licence de service universel du Sénégal et a choisi la région de Matam comme zone pilote. L'État avait choisi la région de Matam parce que Matam était l'une des régions les plus éloignées. Matam était la région qui avait le plus besoin de connectivité, ou la région qui était la moins couverte, en tout cas. Et à ce moment, en 2007, le secteur privé du numérique, conscient de l'importance du service universel et des enjeux, s'est réuni, et les enjeux stratégiques s'est réuni et a appelé ses membres à se regrouper pour avoir de la force et faire face et répondre à cet appel d'offres, qui était un appel d'offres international. Donc, les membres du secteur privé, les entreprises, ce sont des entreprises qui sont dans l'organisation des professionnels des TIC, optiques. Optique, oui. Dont vous êtes membre d'ailleurs du bureau exécutif. Moi, je suis membre du bureau exécutif, tout à fait. J'en profite pour saluer donc, le président et tous les membres. Antoine Gom. Salut, oui. Voilà, donc ce sont les. Donc, Optique a fait un appel à tous ses membres en disant attention, l'État est en train de lancer va lancer une licence de télécommunication pour le service universel. C'est un secteur stratégique. Nous sommes des Sénégalais. Fédérons nos forces pour avoir effectivement une chance de gagner cette licence-là. Et c'est ce que Optique a réussi à faire, qui est quand même à saluer. C'est difficile de regrouper des entreprises. Donc, Optique a pu monter un groupement de ces entreprises-là qui a répondu à l'appel d'offres et qui a pu remporter cet appel d'offres devant beaucoup de groupes internationaux. C'est comme ça qu'effectivement, le CSU, l'opérateur du service universel, a gagné cette licence de service universel. Donc, voilà la quintessence du service universel dans la société de l'information et les raisons et l'objet de l'existence de CSU dans le secteur des télécommunications actuel, à côté des acteurs partenaires qui sont au niveau national. Donc, un appel d'offres qui est lancé quand même en 2007, il faut le rappeler. Un cahier des charges qui est signé en 2010, une mise à disposition des ressources de fréquences et de numéros en 2013 et une signature de convention d'interconnexion, parce que pour opérer, c'est interconnecter aux autres opérateurs à partir de 2014-2015. Je rappelle cette historique en fait des dates pour montrer que la licence, on y reviendra, a eu du mal à démarrer du fait qu'avant qu'on puisse exploiter une licence, il y a des préalables. Au-delà de la licence, il y a la signature des cahiers des charges, il y a les ressources en tant qu'opérateur qu'il faut disposer pour pouvoir opérer. Depuis lors, quand même, depuis effectivement lors, CSU, avec son entité Hayo, a mis en œuvre d'importantes réalisations qui ont fait que Matam, qui était la région la moins couverte, qui avait justifié son choix en tant que pilote, est devenue l'une des régions rurales les plus numérisées, avec un fort taux de couverture en services de communication électronique. Tout ceci a été obtenu, Ousmane, grâce à la volonté de l'État, qu'il faut saluer. Il y a le ministère chargé des télécommunications et le support de ce ministère-là, toute l'équipe du ministère. Tout ceci a été obtenu grâce à l'encadrement et l'accompagnement du régulateur de l'ARTP, que nous saluons également au passage, depuis les équipes de 2007 qui ont mis et réfléchi et conçu ce projet, l'accompagnement depuis la mise en œuvre de ce projet jusqu'à l'existence de l'opérateur de services universels. Et également, donc, l'opérateur qui a déployé un réseau, depuis cette date-là, qui a déployé un réseau de communication au niveau de toute la région de Matam, avec aujourd'hui plus de 220 villages qui sont connectés. Une gamme de services de base de téléphonie fixe, mobile, Internet. Je vous l'ai dit tantôt, la licence de service universel, c'est une licence globale, donc qui permet de fournir tous les services de communication électronique. Donc, des services également à valeur ajoutée qui sont en cours dans le domaine du mobile money et de l'inclusion financière. Le CSU Hayo a mis en place une innovation majeure qui est opérationnelle avec l'application de téléphonie qui supprime les coûts de roaming. On y reviendra ultérieurement et on expliquera également qu'est-ce qui a suscité cette innovation, comment est-ce que c'est venu. Donc, voilà les réalisations. Et aujourd'hui, au niveau de la région,
Nous avons notre propre infrastructure avec des pylônes qui nous appartiennent, qui sont, je cite les pylônes parce que souvent on fait du partage d'infrastructures, mais au-delà du partage, nous avons mis en place 8 pylônes dans la zone de Ranérou-Ferlo. Nous avons mis en place de l'énergie solaire dans les zones dépourvues d'énergie. Nous avons une passerelle internationale qui intègre cette licence-là, mise en place des agences au niveau de toute la région et des points de vente. Aujourd'hui, l'opérateur, CSU Hayo, a impacté vraiment économiquement la région de Matam. On a plus de 100 emplois jeunes créés. J'insiste quand même sur l'emploi jeune parce que nous avons une politique de recrutement qui a été depuis le début orientée jeune. Souvent, les structures, quand elles s'installent, elles récupèrent des employés, on va dire des structures existantes. La politique de CSU Hayo a été de recruter des jeunes sortis d'école avec un minimum d'expérience. Donc, on a favorisé le recrutement de jeunes et qui ont été encadrés par un management avec de l'expérience et un support de seniors. Donc, voilà la démarche que nous avons eue qui nous a permis de recruter toute cette équipe. CSU Hayo a également un impact économique et social réel en fait, il y a un impact social et économique réel qui a impacté toute la région. Et je disais, c'est l'occasion ici de remercier également toutes les équipes qui, depuis le début du projet, ont mis en fait tout en œuvre pour réussir et que l'opérateur du service universel ait une existence réelle dans l'écosystème des télécommunications. Nous avons également une activité de responsabilité sociétale au niveau de la région de Matam. Parce que nous sommes l'opérateur de proximité, on va le dire, donc qui accompagne. L'accompagnement, ça peut être de plusieurs sortes, hein, en amenant dans la connectivité lors des événements ou d'autres choses, en appuyant donc les activités au niveau de l'éducation, des activités au niveau de la santé, en appuyant les associations culturelles et sportives, et également en accompagnant les entités, on va dire les familles religieuses en fait, qui sont aussi de la région. L'opérateur, au-delà de ça, on sait qu'on vit une situation de crise sanitaire. Donc, depuis l'année dernière, 2020, l'opérateur a mobilisé vraiment toute son équipe pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. En quoi faisant? Déjà en informant les abonnés, en faisant des réductions au niveau des frais, ou bien en prenant en charge entièrement les frais de redevance, les frais d'envoi des redevances. Nous avons accompagné avec tout ce qui est matériel de protection, hein, protection, gel hydroalcoolisé, etc. Hein, accompagner les structures sanitaires, plus de 75 structures au niveau de la région de Matam. Quand je dis structure, c'est poste de santé, district de santé, etc. Hôpital, l'administration locale, les forces de défense et de sécurité. Et je peux vous dire, Ousmane, nous avons quand même, l'année dernière, assuré la distribution en faisant plus de 4700 km de route pour appuyer la région médicale de Matam et distribuer l'appui que nous leur avons offert. Je le souligne parce que souvent les gens peuvent appuyer et ces structures sont face à des difficultés d'acheminement ou en tout cas de répartition de cet appui-là au niveau des structures concernées. Donc, Hayo a mis en place sa logistique pour appuyer dans des endroits les plus reculés quand même, il faut le souligner. 4500 km de route. L'opérateur s'est également investi entièrement et totalement, parce qu'on parle d'inclusion numérique, on parle de pandémie, l'opérateur s'est entièrement investi dans la riposte digitale de la pandémie COVID-19. Donc, nous avons animé des comités qui mettaient en place des solutions pour les malades au niveau des hôpitaux. L'opérateur de service universel a également mis en place sa solution de téléphonie innovante pour le suivi des cas contacts dans les districts sanitaires de la région de Dakar, hein, avec l'équipe en place. Au-delà de ça, l'opérateur, l'impact économique de l'opérateur de service universel, c'est sur tout le tissu économique. Nous accompagnons les entreprises de la région, nous connectons les postes de santé. Aujourd'hui, les postes de santé dans des endroits des plus reculés de Matam, je vais citer quelques noms comme Lobali. Lobali, c'est un village au niveau de la région de Matam, où l'infirmier poste de santé effectivement remercie
par rapport aux difficultés qu'il avait avant pour la transmission des informations épidémiologiques au niveau central. Oui. Aujourd'hui, en lui apportant une connexion, qui enseigne ces informations et qui viennent agréger les données au niveau central. C'est quand même important à souligner. Oui. Je parlerai d'un autre poste de santé, Soringo, qui quand même nous tient à cœur dans la région de Matam, parce qu'au niveau de ce poste de santé, l'infirmier chef de poste a pu subir une formation à distance. C'est extraordinaire, une formation à distance de l'African Medical and Research Foundation. Donc, une formation à distance grâce à la connectivité. C'est juste pour vous donner quelques illustrations de ce que peut apporter le numérique et c'est quoi le service universel. C'est effectivement aller dans des endroits reculés, faire un désenclavement numérique, permettre à des gens de sortir de cet isolement-là numérique. Voilà, donc c'est effectivement des informations que je voulais partager avec vous, avec également l'accompagnement des structures économiques. La région est en train de se développer. Il y a beaucoup de chantiers, accompagner les acteurs économiques qui se développent également au niveau de ce chantier-là. Donc vraiment, CSU, en tant qu'acteur de service universel, apporte une contribution réelle à l'inclusion numérique en milieu rural, en apportant de la connectivité donc, au niveau des populations, des localités, des entreprises, des structures de santé, de l'administration territoriale et de l'administration locale. Donc, oui, merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de Hayo, Fatimata Anba. Nous sommes d'autant plus ravis que, effectivement, vous l'avez dit, c'est une initiative bien sénégalaise par des entreprises sénégalaises pour mettre en place aujourd'hui ce CSU, le consortium sénégalais d'entreprises qui s'investissent aujourd'hui dans le service universel. On reviendra évidemment sur d'autres réalisations faites par Hayo, la région de Matam, vous l'avez dit. On comprend pourquoi le choix de la région, parce qu'évidemment, elle correspondait effectivement aux critères mis en place par l'État du Sénégal, par vous-même. Je donnerai la parole à notre ami Ousseynou Ndiaye d'Hertel qui lève la main dans quelques minutes. Mais rapidement, quand on est issu du service universel des télécoms, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'État est peu regardant sur les missions, en tout cas les résultats un peu de Hayo? Parce qu'on voit régulièrement qu'il y a des mises en demeure. D'ailleurs, il y a une mise en demeure qui vient de tomber tout à l'heure. Nous l'avons reçu, ce communiqué de la RTP concernant Orange. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est dans le service universel, ça veut dire que l'État ferme les yeux parfois, ou en tous les cas que l'État vous comprend, vous, plus que les autres? Ok, très bien. Je vais avant de répondre à votre question, là, Ousmane, rappeler peut-être un peu les rapports entre l'opérateur de service universel, et je vais revenir après à votre question. Okay. En fait, l'opérateur de service universel, on va dire Hayo, c'est plus facile, c'est CSU, mais le nom le plus connu, Hayo, est dans un secteur régulé, avec une autorité compétente, avec une présence de 3 acteurs nationaux, qui sont des opérateurs titulaires de licences, même si les types de licences sont différents. Les types de licences sont différents. Donc, il y a forcément quand même interdépendance. Il y a interdépendance, et je profite vraiment de l'occasion pour saluer tous nos partenaires opérateurs, les 3 opérateurs nationaux, avec lesquels nous avons de bonnes relations, des relations cordiales, et reconnaître ici leur disponibilité et leur accompagnement, notamment l'opérateur historique, et je les en remercie. Je salue également l'accompagnement d'autres de nos partenaires, comme la RTS. Je souligne ces partenaires-là parce que nous avons des relations de partage d'infrastructures, la RTS, l'ADIE, notamment sur des partages d'infrastructures. Donc, en tant qu'opérateur, à part entière, titulaire de licence et disposant de sa propre infrastructure, CSU a des rapports d'interconnexion avec les autres opérateurs pour l'acheminement des appels de Hayo vers les réseaux des autres opérateurs. Il faut noter et saluer quand même à ce point-là le travail du régulateur avec la mise en place de la symétrie sur les coûts de l'interco. D'accord? Nous avons également de la dépendance ou l'interdépendance avec le partage d'infrastructures. Nous partageons les infrastructures avec ces opérateurs-là, tout ce qui est accès au site, les pylônes, l'énergie. Nous avons également des relations de clients-fournisseurs
avec la mise en place des services de capacité Internet, la fibre optique, des liaisons louées. Je vous ai dit que le CSU, Hayo, l'international dispose de sa propre passerelle internationale. Mais aujourd'hui, le centre de CTI du Sénégal est géré par l'opérateur historique. Il est impératif que ce dernier achemine certains trafics de CSU venant des opérateurs internationaux avec lesquels nous n'avons pas de convention directe. Donc, ces rapports-là, nous avons des rapports classiques. Ces rapports peuvent poser parfois des problèmes. J'y viens. Oui. Des problèmes, pourquoi? Parce que CSU, Hayo, est vu comme un opérateur à dimension nationale. Quand on est vu à dimension nationale, la tarification n'est pas adaptée à un opérateur de service universel qui est sur un périmètre régional. Oui. Donc, ce qu'on dit, c'est cette asymétrie qui est mise sur l'interconnexion pourrait être appliquée également sur les tarifs des autres produits et services du catalogue d'interconnexion. Mais au-delà de l'asymétrie, CSU en fait propose de prendre en compte la dimension économique qui est réduite quand on adresse une population régionale avec un niveau de revenu faible, géographiquement plus restreinte quand on est au niveau national. Oui. Donc, il y a de la dépendance et l'interdépendance. Alors, j'en viens à votre question, Ousmane. Oui. L'opérateur de service universel, comme on l'a signalé, est un opérateur effectivement particulier, caractère régional, mission de désenclavement numérique. Cet opérateur, au démarrage, n'a pas eu les fréquences sur lesquelles opèrent les opérateurs traditionnels nationaux, les fréquences GSM. Donc, nous avons démarré avec des technologies WiMAX Wi-Fi, donc qui sont des technologies différentes d'aujourd'hui, ce que proposent les opérateurs traditionnels au niveau national. Donc certainement, l'ARTP a besoin de nous suivre, d'accompagner, de comprendre le modèle. Et ça a été posé une fois, effectivement, à l'autorité de régulation, quand on dit qu'ils ne voient pas nos informations au niveau des documents de l'ARTP. Parce que l'ARTP recense régulièrement des informations d'un nouvel arrivant. L'ARTP analyse, accompagne, observe. Et comme je vous ai dit, cette spécificité, c'est ça qui peut-être justifie que l'ARTP ne nous met pas encore dans le même lot, avec la même rigueur peut-être de suivi que les opérateurs traditionnels. Aujourd'hui, on vient d'avoir les fréquences GSM. Donc, quand l'ARTP fait des mesures de qualité de service GSM, nous ne sommes pas concernés. Par exemple, nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, la fourniture d'Internet, elle est faite via du Wi-Fi. Ce ne sont pas des données mobiles. Donc, quand l'ARTP mesure des qualités de service, soit sur les couvertures en termes GSM ou bien sur la qualité de certains réseaux en données mobiles, nous ne sommes pas concernés. Donc, ça peut expliquer éventuellement le fait que l'ARTP, en tout cas sur certaines dispositions, ne nous a pas encore intégrés. Je dis encore parce que certainement ça va venir puisque nous avons reçu dernièrement des fréquences GSM. Et vous allez supporter un peu quand l'ARTP commencera un peu à vous bousculer comme les autres opérateurs? Rapidement, avant qu'on en vienne à Ousseynou Ndiaye, s'il vous plaît, sur ce point, Fatima. Écoutez, un opérateur, il a un cahier de charges, il a des obligations qu'il doit effectivement suivre. Nous allons être dans une phase déjà de travail avec l'ARTP, que nous saluons d'ailleurs, et qui nous accompagne, qui conseille de façon permanente, régulière par rapport à la mise en place des dispositifs. Donc, nous allons travailler avec le régulateur pour voir les dispositions à mettre en place par rapport à ce suivi de qualité de service et de cahier de charges. Donc, je pense que si les gens anticipent la mesure et font le suivi de façon régulière, avant les suivis, les échéances, je veux dire, fixées par l'ARTP, peut-être qu'il y aura beaucoup moins de surprises, comme on va dire. Je pense également, et j'en appelle, nous sommes aussi différents, puisque dans la mesure où nous sommes un opérateur régional, dans une zone de service universel, où nous avons en fait une mission de service public. Nous avons une mission de service public. Donc, l'État, l'ARTP, doit effectivement accompagner, comprendre, et pour que nous soyons effectivement au même niveau que les autres, avant de subir le même suivi que les autres. Vous voulez grandir un peu
après être considérés comme des grands, comme un grand. Mais juste, je vous disais tout à l'heure, effectivement, la dépendance et l'interdépendance, nous sommes effectivement traités des fois comme un opérateur national, avec toutes les contraintes, sans prendre la dimension régionale. Donc, forcément, il faut peut-être attendre d'avoir effectivement d'être à un certain stade pour peut-être subir le suivi de la RTP. Oui, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, hein, Fatima Anba, pour la suite. On est tellement ravis de cette invitation et de ce moment unique de partage dans l'écosystème avec vous, avec l'ensemble du public. Je donne la parole à un habitué de ces après-midi de la tech, Ousseynou Ndiaye de RTL. Ousseynou, vous nous entendez? De RTL, pardon, RTL, non RTL qui est la radio. Hein. Ousseynou? Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien, Ousseynou, mais faites un peu plus d'effort dans la voix. Ça doit être l'effet secondaire du Ramadan. Ok, attendez. Je suis au Tchad hein, et les réseaux sont un peu... Ah, d'accord. Allez-y, on va tendre l'oreille alors. Vous m'entendez alors? Voilà, c'est parfait, Ousseynou, allez-y. Oui, merci. Hein. Merci Ousmane et merci Madame Anne. J'avoue qu'elle m'a permis de mieux comprendre IO. Enfin, j'avais aucune visibilité sur l'opérateur de service universel et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Oui. Donc, moi, je vais juste aller rapidement poser des questions à Madame Anne. Madame Ba, sorry, désolé. La première, c'est que, comme elle l'a expliqué, hein, en fait, elles sont délégataires quand même d'un certain service public. C'est pour cela qu'à travers la licence de service universel, l'État compte sur eux pour résorber un petit peu le gap numérique qui existe dans certaines zones, notamment la zone de Matam. Donc, sûrement, ils ont eu un cahier de charge, c'est ce qu'elle nous a bien expliqué. Bon, sans pour autant vouloir exiger un bilan d'étape, mais moi, j'aimerais bien voir par rapport aux objectifs qui ont été fixés, où est-ce qu'ils en sont, parce que j'imagine qu'on leur avait donné des objectifs, que ce soit en termes de pénétration, que ce soit en termes de couverture aussi bien géographique que de la population, juste en fait, des indicateurs comme ça, les études qui ont été faites, où est-ce qu'ils en sont, en fait, et c'était quoi leur timeline pour les atteindre. La deuxième, c'est qu'elle a parlé de connectivité. J'aimerais bien qu'elle précise un petit peu les détails, c'est-à-dire que la connectivité, quand elle en parle, quelle est la technologie qui est déployée là-bas. Elle a parlé à la fin, elle a parlé de WiMAX, mais j'aimerais bien juste avoir un chiffre sur le niveau de débit, du débit qu'ils offrent à leurs abonnés qui sont là-bas. La troisième est une question assez, disons, une question un petit peu pour taquiner peut-être, mais bon, c'est une question qui est sérieuse à mon avis, parce que l'état actuel des choses, c'est que les opérateurs contribuent au fonds de service universel. Oui. Donc, quelle est la part que capture IO dans ce fonds qui existe? Parce que j'imagine que les Sénégalais, quand même, on doit un peu de transparence sur ce qui est capturé, avec quelle est la part de fonds qui est allouée à IO, pour qu'on puisse avoir une visibilité sur ça. L'autre question, c'est un petit peu, peut-être qu'elle va en revenir. J'ai vu qu'ils ont des projets pour un petit peu intégrer le milieu des mobile finance services via le mobile money. Mais la question que je me pose, c'est que vu que le Sénégal a donné tout récemment des licences MVNO, qu'est-ce qui a empêché IO de vouloir étendre son horizon sur le plan national en se dotant d'une licence MVNO, ou bien qu'est-ce qui fait que, ou bien ils n'étaient pas intéressés. Donc, mais principalement, ces trois questions-là, notamment, quelle est la part du fonds de service universel qui leur est alloué, quels sont, en termes d'expérience client, les débits qui sont offerts, c'est principalement, et par rapport à leur cahier de charge, les objectifs qui ont été fixés, quel est le niveau d'atteinte qu'ils ont. Tout récemment, elle a parlé de fréquences GSM qui leur ont été allouées. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça leur a été alloué sur une base régionale ou bien sur une base nationale? Et quelles sont les technologies qu'ils comptent déployer avec ces nouvelles fréquences qui leur ont été allouées?
Merci beaucoup, Madame Ba, et merci, Ousmane. Merci, Ousseynou. Un mot d'abord sur vous-même, une petite présentation là pour le public. Vous êtes le directeur quoi encore de RTL? Yes, je suis le Head of Technical Regulation et Specific Tax économique au niveau du groupe RTL Africa. Oui, basé à Nairobi. Bon, malheureusement, à ce moment, je suis en N'Djamena depuis 2 mois. J'étais pour une mission, mais bon, tout se passe bien pour l'instant, quoi. Parfait, parfait. On vous souhaite un bon séjour, Ousseynou, et on vous remercie encore une fois pour la fidélité. Madame Fatimata Anba, la réponse un peu aux préoccupations de Ousseynou. Ok, très bien. Alors, par rapport à la première question, en fait, concernant la couverture et le cahier des charges. Notre cahier des charges, en fait, nous avions un objectif de couverture de 166 villages. Oui. Aujourd'hui, nous avons, je vous l'ai dit tantôt, couvert plus de 220 villages. Wow. Avec 220 villages connectés, nous offrons en fait d'une connectivité haut débit, très haut débit, puisque nous sommes en Wi-Fi, et il a parlé de technologie, en Wi-Fi et en faisceau hertzien. Donc, nous avons effectivement de la capacité que nous distribuons au niveau de toute la région avec du Wi-Fi. Le WiMAX, c'était effectivement au démarrage, mais nous n'avons pas déployé cette solution-là, du fait des contraintes de terminaux et d'autres. Donc, nous avons déployé du Wi-Fi. Aujourd'hui, toute la région est couverte en faisceau hertzien et en Wi-Fi. Donc, c'est du Wi-Fi haut débit, très haut débit. J'espère que ça répond à sa question. Donc, en termes de cahier des charges, nous avons couvert plus de 206 villages. Nous n'avions pas de fréquence GSM. Nous étions sur des fréquences 5.8 au démarrage et 2.3 ou 2.4, si je ne veux pas dire de bêtises. Aujourd'hui, nous avons des fréquences GSM sur la bande des 1800. Maintenant, notre périmètre d'intervention aujourd'hui est au niveau de la région de Matam. Je pense que maintenant, la RTP, qui est l'entité qui octroie les fréquences, peut peut-être préciser Oui. est-ce que quand on octroie la fréquence, elle est au niveau national ou au niveau régional. De ce que j'en sais, c'est en fait une attribution. Elle est faite par rapport à votre périmètre d'intervention. Mais si les gens de la RTP sont connectés, ils pourront apporter cette précision. Un point qu'il a évoqué et sur lequel, effectivement, on est interpellé par rapport au FDSUD, le Fonds de développement de services universels. Oui. Permettez-moi déjà de les saluer, tous les membres du Fonds de développement du service universel, du comité directeur à l'unité de coordination et de gestion. Le FDSUD, le Fonds de développement du service universel, étant l'entité institutionnelle qui a pour mission de financer les interventions visant à mettre en œuvre les stratégies du gouvernement en matière de développement de l'accès service universel, en fait, le service universel est le premier partenaire de l'opérateur de service universel au niveau du ministère en charge des télécommunications. Ce fonds de développement de services universels doit donc accompagner l'opérateur choisi pour le service universel. Oui. Et je me réjouis de sa question parce que M. Ousmane Ndiaye, qui est Ousmane Ndiaye, si je ne me trompe pas, Ousseynou, pardon, Ndiaye, Ousseynou Ndiaye, qui nous demande quelle est notre part, quelle est la part que l'opérateur Hayo a reçue du service universel. Alors, il faut répondre à M. Ousmane Ndiaye que pour le moment, Hayo... Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye, excusez-moi, que pour le moment, Hayo n'a encore reçu aucune subvention au niveau du Fonds de développement de services universels. Mais c'est prévu, c'est prévu. Alors, je peux dire que c'est peut-être lié, parce que le fonds doit accompagner l'opérateur, mais il faut le dire qu'il y a eu des ajustements au niveau de ce fonds. Le fonds a subi vraiment beaucoup d'ajustements jusqu'à ce jour, et donc c'est pour ça que tel n'est pas encore le cas, je pense. Mais cette situation, il faut le souligner, présente une singularité du Sénégal par rapport au reste du monde. Oui. On l'a signalé, l'étude sur l'actualisation de la stratégie de services universels. L'opérateur de services universels, par défaut, doit être accompagné, financé. Maintenant, depuis la signature du nouveau décret sur l'accès aux services universels et la mise en place de la nouvelle organisation avec l'unité de coordination et de gestion, il y a une volonté d'accompagnement manifeste, conformément au nouveau décret qui est affiché. Cette volonté vraiment qui est basée sur l'obligation du financement des coûts nets stipulés dans ce décret-là. Donc aujourd'hui, l'opérateur CSU Hayo n'a pas reçu de subvention
du Fonds de développement du service universel, mais la volonté est là. Je sais qu'ils y travaillent et nous les en remercions d'ailleurs vivement et nous attendons la concrétisation de cette volonté-là. J'espère avoir répondu à M. Ousseynou Ndiaye par rapport à ses préoccupations. Merci beaucoup, Madame Ba. Et je rappelle que la parole est ouverte à l'ensemble du public, évidemment. Ousseynou qui lève la main de nouveau, sûrement c'est pour un complément, Ousseynou? Oui, merci, Madame, pour les réponses. Il y a juste une dernière question, c'était de savoir, est-ce que vous n'étiez pas intéressé à étendre votre horizon sur le plan national, Oui. Raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas souscrit aux licences MVNO, c'est juste une question. Tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, excusez-moi, donc par rapport à ce point-là, l'opérateur de service universel est un opérateur, en fait, disposant d'une infrastructure. Aujourd'hui, contrairement au NVNO qui est un opérateur virtuel. Donc nous avons déjà une infrastructure et effectivement, notre objectif, c'est l'extension de notre zone au niveau des autres régions du Sénégal et pour avoir une dimension nationale. Donc on est plus dans une stratégie d'extension de zone, mais également de mise en œuvre des aspects roaming national pour assurer la continuité de service au niveau du territoire national, qui est donc une disposition qui est consacrée par le nouveau Code des communications électroniques. Merci. Ousseynou, c'est bon? Il y a Louma Sarr qui lève la main. Ousseynou? C'est bon? Oui, désolé, juste une dernière question. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Madame, j'imagine que, déjà, si vous pouvez me confirmer l'information, j'imagine que les autres opérateurs sont présents. Comment vous vivez la concurrence? Et vu qu'ils sont beaucoup plus avantagés par rapport à vous, puisque vous êtes exclusivement dédié à une zone qui économiquement quand même est difficile, comment vous la vivez, quoi? Est-ce qu'ils sont déjà présents dans ces zones-là et comment vous vivez la concurrence? La concurrence. Madame Ba. Ok, très bien. Effectivement, les opérateurs sont déjà présents dans la zone où nous sommes. Ça me permet de soulever effectivement une question. Aujourd'hui, le service universel, quand l'opérateur arrive dans une zone, l'opérateur de service universel, je veux dire, arrive dans une zone qui n'est pas couverte, couvre cette zone, je pense qu'il doit y avoir des dispositions pour encadrer ou en tout cas permettre à l'opérateur de service universel d'être présent sur cette zone-là pendant quelques temps. Sans laisser effectivement l'arrivée des autres opérateurs, parce que comme vous l'avez dit, ils ont une capacité effectivement en termes de moyens financiers beaucoup plus importante. Hein. Donc quand l'opérateur arrive, l'opérateur de service universel arrive dans une zone qui jadis n'était pas connectée, l'opérateur de service universel fait l'effort de connecter cette zone, fait l'effort d'accompagner, c'est-à-dire de renforcer les capacités de cette population-là. Effectivement, c'est très dur de voir un opérateur, quelques mois après, venir investir cette zone, alors que cette zone était complètement désertée. Oui. Donc, c'est une préoccupation qui est réelle et que nous vivons. Donc, je ne peux pas dire également, pour moi, les autres opérateurs, on doit avoir une relation de partenariat. On ne doit pas être des concurrents. L'opérateur de service universel n'est pas un concurrent des autres opérateurs. C'est un opérateur, effectivement, de l'État qui permet de désenclaver des zones numériques. Il doit y avoir un partenariat pour qu'à la limite, les zones qui ne sont pas couvertes, que l'opérateur de service universel assure cette couverture-là en partenariat avec les opérateurs existants sur notamment toute la partie transmission et que l'opérateur de service universel fasse un peu ce qu'on peut appeler l'accès ou le last mile, l'accès. Et qu'ils travaillent ensemble pour que dans cette zone, l'opérateur de service universel puisse roomer en tout cas les abonnés des autres opérateurs et vice-versa. Donc, nous, notre vision du service universel, c'est celle-là. C'est effectivement, il doit y avoir un partenariat entre un opérateur national qui, effectivement, a plus de difficultés de se déployer dans des zones de service universel et l'opérateur qui est dédié à ces zones-là, qui a plus de flexibilité, de souplesse et d'agilité pour effectivement mettre en œuvre rapidement une zone. Aujourd'hui, c'est très difficile. Une complémentarité? Exactement, c'est une complémentarité. Oui. Et d'ailleurs, cette complémentarité, nous, on appelle les acteurs, nos partenaires opérateurs, à le mettre en œuvre dans le cadre du projet du service universel, le projet d'accès universel.
du FD Sud. Donc, on est en train de leur dire, je lance l'appel, il faut que nous travaillions ensemble dans les zones qui sont qualifiées de zones blanches, que l'opérateur de service universel amène sa solution, qui est une solution réplicable, adaptée aux zones rurales, et que l'opérateur traditionnel, historique ou l'opérateur national amène toute la capacité et toute la transmission. Donc ça, c'est un modèle qui pourrait, en tout cas, permettre à l'État du Sénégal rapidement de combler le gap numérique qu'il y a au niveau du pays, et il n'y aurait pas cette concurrence dont vous parlez. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile quand nous déployons une zone et que 3 mois après, on a un autre opérateur qui arrive avec sa puissance. On a également eu à le vivre. On déploie des structures et une année après, les structures concernées nous disent non, on reçoit maintenant de la connectivité d'un opérateur dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Ça fait quand même, c'est quand même très difficile. Voilà, c'est quand même très difficile. Merci Ousseynou Ndiaye. Je donnerai la parole tout à l'heure à Louma Sarr qui est également connecté. Mais une question de ma part un peu, Madame Fatoumata Anba, pour prolonger la discussion. Vous l'avez dit, on l'a très bien noté, le public aussi, j'espère, un opérateur avec licence globale, mais si j'ai bien compris, à vocation régionale, avec pour démarrer Matam. Je dis bien pour démarrer. Est-ce que ce statut-là n'exclut pas que vous puissiez aller à Saint-Louis et ailleurs, par exemple? Rapidement, avant de donner la parole à Louma Sarr, s'il vous plaît. Alors, effectivement, on a un périmètre régional qui est la région de Matam, mais qui dit périmètre régional ne dit pas que les abonnés de l'opérateur de service universel ne puissent pas aller et utiliser les services à Saint-Louis, ce qu'on appelle la continuité de service. Oui. Le service est offert au niveau de la région de Matam, mais un abonné, on ne peut pas le limiter. On est aujourd'hui dans un monde global avec la numérisation et le digital, et même sans cela, il utilise ce qu'on appelle le roaming pour aller dans d'autres zones. Donc aujourd'hui, des clients de l'opérateur de service universel, s'ils sortent de Matam pour venir à Dakar ou à Saint-Louis, on doit assurer la continuité de service. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle aussi la qualité de service, hein, des mesures de qualité de service. Donc, nous ne sommes pas présents dans ces régions-là, mais rien n'exclut, ça c'est l'État du Sénégal et sa politique qui doivent le définir, qu'on puisse peut-être demain être à Saint-Louis dans des zones ou bien dans la région de Saint-Louis au niveau de l'île à Morphine, parce qu'il y a des zones blanches, par exemple, ou bien dans d'autres zones, et puis combler ces gaps de zones blanches. C'est pour ça que nous avons, dès maintenant, nous demandons effectivement à l'État de pouvoir étendre notre périmètre d'intervention en étant au niveau national, mais avec comment on appelle ça, des priorités des zones blanches. Oui. Vous pouvez avoir une licence sur tout le territoire, mais vous n'adressez que les zones qualifiées de zones blanches, les zones de service universel. Mais vu comme ça, est-ce que ça veut dire que Hayo doit aussi être à Dakar parce que ces zones blanches existent également à Dakar, non? Absolument, mais c'est soumis à autorisation de l'État. Oui. Absolument. Hayo, je vous ai dit, c'est l'opérateur de service universel. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est un opérateur de service universel. Donc, il y a une vocation de combler les zones blanches. Et ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à aller dans d'autres zones blanches pour mettre en œuvre les solutions que nous avons déployées au niveau de la région de Matam, en partenariat avec les opérateurs nationaux de préférence. C'est bien noté, hein. Vous ne voulez pas parler de concurrence, mais de partenariat, de complémentarité avec les autres opérateurs. On reviendra un peu sur votre modèle applicatif, Madame la Directrice Générale, qui me paraît important, en tout cas, sur le débat, on peut en parler, notamment cette solution-là en direction de la diaspora. Je me demande d'ailleurs que deviendra le free roaming à l'heure un peu de cette solution. Mais une question de Maman Fatoumata Kouyaté, avant de passer à Louma Sarr. Est-ce que CSU est prêt à dupliquer son modèle dans la sous-région? Tout à fait, Ousmane Gueye. Effectivement, CSU est prêt, CSU est prêt et CSU sollicite l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, nous avons mis en place un modèle innovant qui a été mis en place par des Sénégalais, une structure 100% sénégalaise qui emploie des jeunes. On demande l'accompagnement de l'État pour que son modèle puisse être dupliqué. Parce qu'on peut en faire un champion national. On peut l'exporter dans d'autres pays. Et rappelez le modèle. Pardon? Pardon, excusez-moi. Rappelez-nous un peu le modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle, c'est en fait, on est basé sur des technologies
qui sont plus innovantes, moins consommatrices par rapport au milieu rural. Hein, et des solutions et des télécommunications puissent baser sur de l'IT. Voilà. Donc, nous avons des solutions déployables plus facilement, des solutions qui sont plus sensibles à des conditions climatiques des régions difficiles, comme la région de Matam, des solutions qui sont moins consommatrices d'énergie, des solutions qui sont plus rapides à déployer. Voilà. Oui, qu'on découvre à l'instant, HayoNet, HayoPro. Ça, c'est des produits. Un peu pour l'offre, l'application. Voilà. Moi, j'étais un peu bluffé par l'application, je l'avoue, qui connecte un peu les modus, les gens de la diaspora avec les populations locales, au point de faire même oublier parfois par endroit le roaming. Expliquez-nous en quoi ça consiste rapidement avant de donner la parole à Louma Sarr. Très bien. Alors, Ousmane Gueye, comme je vous disais en introduction, lors de l'attribution de la licence, durant la phase pilote, CSU ne disposait pas de fréquences qui lui permettent de faire du GSM. Donc, nous avons opté pour des technologies Wi-Fi et IP. Et pour fournir des services de téléphonie IP, nos équipes avaient mis en place des solutions nécessitant l'utilisation d'un téléphone IP. C'est-à-dire, pour faire des appels, il vous fallait un téléphone portable IP qui est assez spécifique et qui ne marche que sur de l'IP. Cette option, elle était très coûteuse pour l'acquisition déjà des terminaux pour l'opérateur, et cette option demandait à l'abonné, à notre client, d'avoir un type de terminal différent de ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Et en plus, ce terminal ne pourrait pas être utilisé en dehors de la zone de service universel. Alors, nous avons réfléchi, ce n'était pas très judicieux, des réflexions ont été menées et ont abouti à la mise en place d'une application qui est déployable sur Android et iOS. Donc, sur la base de notre cœur de réseau IP, nous avons développé une application Android et iOS pour effectuer des appels mobiles. Et c'est l'occasion de réitérer les félicitations et les encouragements envers les équipes de l'opérateur du service universel. Parce que c'est quand même de l'ingéniosité. On dit, OK, on ne veut pas que l'abonné change de terminal. On est sur une technologie numérique IP digitale plus moderne que les solutions traditionnelles télécom. Réfléchissons et on a développé une application. Alors, cette solution, elle permet déjà de supprimer tous les coûts liés à l'acquisition de postes de téléphonie, qui est un coût important pour l'opérateur. Cette solution, elle permet à l'abonné qui a déjà une puce de pouvoir disposer de cette application-là en gardant son numéro, donc sans changer sa puce et sans avoir besoin d'un téléphone de puce ou d'acquérir un autre téléphone. Cette solution permet également de supprimer toutes les problématiques liées à la gestion des puces, sachant que l'avenir est plutôt vers les eSIM. Et on y est déjà avec Expresso, hein, votre autre partenaire, comme tout le monde est partenaire de Hayo. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et le point essentiel, c'est que ça supprime les coûts de roaming, parce que l'application, qui est une plateforme basée sur Internet, a besoin d'Internet pour ramener le client sur les infrastructures de l'opérateur. Je vais y revenir. Et donc ça a été une opportunité inouïe pour la diaspora. Je vais dire pourquoi. Parce que nous sommes dans la région de Matam. Matam, notre cahier des charges, en fait, pourquoi Matam avait été choisi? Un des points importants, c'était le rapprochement de la diaspora avec sa famille restée au Sénégal. Alors, quand nous avons développé effectivement cette solution, nos parents de la région de Matam, l'ayant utilisé, ce sont des gens qui sont de la diaspora, qui voyagent énormément. Ils sont en partie à Matam, en partie dans leur pays d'origine, soit en Europe ou aux États-Unis. Avec cette application-là, en retournant dans leur pays d'origine, avec l'Internet, ils se ramènent dans nos infrastructures de l'opérateur. Donc, ils effectuent leur appel. Donc, ça, c'est quand même une innovation majeure. Donc, ça veut dire que l'utilisateur de cette application-là, il n'a plus de frais de roaming. Quel que soit l'endroit où il se trouve, avec son Internet, l'Internet le ramène, joue un peu le roaming, l'Internet le ramène sur nos installations et il peut émettre des appels. Donc, cette application, il faut la télécharger. Elle est disponible dans les stores, dans les Android et iOS. Il faut la télécharger, mais le fait de la télécharger ne vous permet pas
de faire des appels. Parce c'est que cela, application, c'est cela, non? Pardon? C'est cela sur le partage d'écran? C'est ça, exact. D'accord. Donc, si vous téléchargez, tout le monde peut télécharger l'application à partir du site ou bien, je vous ai dit, dans les stores. Mais le fait de télécharger l'application ne vous permet pas d'émettre des appels. En tant qu'opérateur, nous avons besoin d'identifier nos abonnés. Et donc, il y a une procédure, effectivement, d'identification de l'abonné avec sa pièce d'identité qui nous permet de lui octroyer un numéro et un code qui permet de sécuriser et d'effectuer une attribution unique de ce numéro pour cet abonné-là. C'est ce que j'ai déjà fait d'ailleurs en testant un peu l'application. Alors, j'y viens. Depuis quand même l'arrivée de la pandémie, avec effectivement les préoccupations sanitaires, nos équipes ont encore développé une solution pour la prise en charge de l'identification qui soit une identification virtuelle. Aujourd'hui, avec effectivement des éléments numériques qu'ils ont développés, nous pouvons faire une identification à distance, puisque c'est ce qui est recommandé, de l'abonné que nous avons. Voilà. Merci beaucoup. Loumassar? Oui, bonjour Ousmane. Bonjour Madame Ba, vous allez bien? Bonjour, merci. C'est encore un plaisir. Hein. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années chez Wow Telecom. Elle était venue nous faire un exposé et j'étais à l'époque déjà très agréablement surpris comme tout le monde, hein, parce qu'on est dans les télécoms, mais ailleurs des fois, comme on dit, la communication, on ne le sent pas dans le secteur, mais ils font un travail énorme, surtout à Matam, dans ces zones-là où, je vous assure, la couverture réseau n'est pas du tout simple. Elle n'est pas du tout simple. On parle en général de zones blanches, mais en réalité, au Sénégal, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a beaucoup plus de zones grises en réalité. C'est-à-dire, c'est les zones où aujourd'hui un seul opérateur desserve, ou bien des zones d'ombre, où on a l'équipement qui est là, mais les équipements sont tellement éloignés qu'ils ne fournissent pas de la bonne qualité, une qualité convenable. Donc, c'est ces zones d'ombre et les zones grises en réalité qui sont beaucoup plus présentes au Sénégal. Les zones blanches ne sont pas commerciales, elles ne rapportent pas d'argent la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, des fois, font l'amalgame. Mais en ayant une méga expérience de télécom, c'est beaucoup plus les zones d'ombre et les zones grises qu'on doit, pour moi, faire venir. Moi, ma question, elle sera beaucoup plus sur une logique d'opérateur d'infrastructure. Madame Ba, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, AYO va se positionner en termes d'opérateur d'infrastructure? Parce que le modèle que vous avez mis en place à Matam, qui est vraiment une zone difficilement couvrable avec Kédougou, des zones difficiles, hein. Pourquoi ce modèle? Pourquoi vous n'optez pas pour aller et permettre aux opérateurs, au lieu de venir investir, comme vous dites, de présenter carrément, je vais dire, un nouveau AIO, ou bien même si c'est le cas, une nouvelle vision de couverture, où les opérateurs vont avoir l'obligation, comme vous le dites, de s'appuyer en colocation chez vous et prendre des antennes, au lieu de venir et de vous concurrencer sur votre même segment. Merci beaucoup, Louma. Alors, en résumé, Louma demande, Madame la Directrice Générale, pourquoi vous ne voulez pas être plus ambitieux que cela? Mais Monsieur Ousmane, effectivement, nous sommes, hein, parce que nous avons, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de régulation télécommunications sur, il y a une étude qui est en cours sur le partage d'infrastructures et qui recense tout ce qui a été fait par l'ensemble des opérateurs. Nous avons donné nos inputs à cette étude en nous disant, voilà ce que nous avons. On pense qu'on peut effectivement proposer effectivement à d'autres opérateurs, ou même si c'est des opérateurs de téléphonie, d'autres fournisseurs, des fournisseurs d'accès Internet, de la disponibilité au niveau de nos infrastructures. Nous avons 8 pylônes, notamment dans la région, dans le département du Ferlo. Ça peut être partagé. Nous avons effectivement maillé quand même toute la région. Il a raison en disant que ce n'était pas simple. C'est vraiment pas simple parce que c'est une région qui est accidentée, bien que ça n'a pas l'air. On l'a quand même bien maillé au niveau FH et optimisé. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts et c'est un peu l'appel que j'ai lancé en disant que dans le cadre du projet du FD Sud, nous sommes preneurs de partenariat pour que, en tout cas, on puisse apporter ce que nous avons et que les autres puissent apporter ce qu'ils ont. Je donne l'exemple de la capacité, par exemple, Internet. Aujourd'hui, c'est un grand défi pour nous. Nous n'avons pas de capacité Internet. Nous l'avons soit du satellite, soit il faut que ça vienne de la fibre optique. Et la fibre optique vient via les gens qui ont effectivement de l'accès au câble sous-marin. Donc, nous sommes forcément dépendants de cette capacité que nous prenons aujourd'hui
auprès des opérateurs. Donc il faut vraiment la complémentarité. Et l'existant est là. C'est vrai que, bon, on y viendra peut-être tout à l'heure. Les gens n'étaient pas très informés pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on est un opérateur régional. Hein, on est un opérateur régional. Au niveau de la région de Matam, les gens connaissent l'opérateur par la présence du terrain, les produits, l'accompagnement que nous faisons des acteurs, la logistique que nous avons sur le terrain et les communications au niveau des médias. Mais par contre, au niveau national, effectivement, chaque fois que l'opportunité s'est présentée, il y a eu quelque chose. Dernièrement, on a voulu lancer la communication institutionnelle en début 2020, à la suite du renouvellement de notre licence. J'en profite pour vous informer que notre licence a été renouvelée fin 2019, pour une durée de 10 ans. Donc, c'était l'occasion, avec le ministère en charge des télécommunications, de faire une cérémonie de signature. Alors, ça n'a pas pu se faire puisque la crise s'est installée. Alors, ça, c'est 2020. 2019, on était dans une étape de renouvellement. Quand on est dans une étape de renouvellement, on attend, donc il y a des discussions. Ce n'est pas opportun pour communiquer. Avant ça, on était dans des phases, comme je vous ai dit, avec un produit qui n'était pas, qui en sortant de Matam, ne pouvait pas fonctionner avant qu'on mette en place l'application. Et même après ça, les données mobiles n'étaient pas encore très développées. Donc, la communication a été restreinte au niveau de la région de Matam. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons commencé à parler, en tout cas, de l'opérateur. Je pense qu'il y a même une vidéo au niveau de certains médias qui commence effectivement à être diffusée. En tout cas, bravo, hein. Bravo pour aller un peu vers les autres avec le maximum de pédagogie, parce que c'est important que tous les Sénégalais comprennent comment ça marche, et même des non-Sénégalais dans un monde globalisé. Louma, vous avez une autre question? Oui, en fait, c'était juste pour, je vais dire, un peu la taquiner sur on va dire, le potentiel que Matam a sur surtout ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon télécom, surtout côté FinTech. Moi, je vois AE est là depuis longtemps. Je sais que là, effectivement, ça avance assez lentement avec la régulation, parce que quand on voit entre 2007 et 2014, tout ce qui a été fait, un opérateur normal aurait peut-être eu aujourd'hui un déploiement beaucoup plus rapide, mais ça se comprend. Moi, je me dis parallèlement, est-ce qu'il ne faudrait pas, Madame Ba, déployer des services financiers, sachant qu'aujourd'hui, Matam est une ville qui reçoit beaucoup de cachines en termes il y a une communauté forte aujourd'hui qui est là-bas, qui reçoit énormément d'argent de l'extérieur. Pourquoi laisser les autres opérateurs aujourd'hui qui vont capitaliser aujourd'hui, on va dire, ces montants faramineux, or que vous avez déjà mis en place une application aujourd'hui pour moi qui on les intègre avec des API et c'est assez rapide pour mettre en place cela et surtout monétiser assez rapidement ces communautés-là. Quand j'appelle quelqu'un, il est à Matam, mon correspondant est en Italie ou aux États-Unis, j'appelle chez moi à Matam, que j'ai la possibilité de faire aujourd'hui un transfert d'argent via une carte bancaire assez rapide. Moi, c'est ce point-là que je vois depuis longtemps et je n'ai pas entendu, ou peut-être je suis peut-être en retard, en n'étant pas au Sénégal les dernières années, comment aujourd'hui vous voyez ces choses-là? Est-ce que c'est dans votre stratégie? Tout à fait. Tout à fait, M. Sarr. Je me réjouis de la question, mais il me semble que j'ai dit en fait en introduction, quand je parlais des réalisations, qu'il y a des services à valeur ajoutée en cours dans le domaine du mobile money et de l'inclusion financière. Vous avez parfaitement raison et nous sommes en plein dedans. Je vous ai parlé des supports que nous apportons au niveau de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes, Hayo est membre du comité sur la stratégie du commerce électronique. Et nous envisageons d'adresser toute la communauté de la chambre de commerce de Matam, par exemple, au-delà de la FinTech, donc du mobile money. Ça, c'est déjà en cours. Bon, ça permet de l'annoncer. Ça n'a pas été encore lancé, mais c'est finalisé. L'applicatif est déjà là. C'est plus de l'organisation qui reste pour effectivement lancer le projet. Et également, donc on dit accompagner parce que, comme je vous disais en introduction, nous sommes issus du milieu du numérique. Donc, tout ce qui est solution à valeur ajoutée, tout ce qui est développement de plateformes, c'est notre cœur de métier à la base. C'est notre cœur de métier. Et là, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de services, Inch'Allah, qui vont venir rapidement, au-delà du transfert d'argent. Et que nous avons déjà, parce que nous sommes, comme vous dites, c'est une cible
c'est une cible captive, puisque souvent issue de cette région-là. Et nous sommes l'opérateur de cette région. Ils utilisent déjà des produits de l'opérateur de service universel. Donc, ça va être quelque chose, en tout cas, sur lesquels nous travaillons déjà, mais bon, ça nous donne, on n'avait pas encore communiqué puisque ce n'était pas encore fini, mais rassurez-vous, nous sommes dans ça. Nous sommes en plein dans l'inclusion numérique, en plein dans les services à valeur ajoutée, en plein dans l'accompagnement des entreprises, de la population à l'utilisation de ces services-là. Voilà. Ça veut dire que Hayo se porte très bien déjà sur les services actuels? Alors bonne question, M. Ousmane Gueye. On a dit tout à l'heure Hayo. Alors, il dit Hayo se porte très bien. C'est une question de ma part, une question. Alors, vous savez, Hayo est l'opérateur de services universels. Donc, naturellement, dédié aux zones blanches de l'intérieur du pays, même si son réseau reste connecté avec tous les réseaux existants, sur toute l'étendue du territoire. Néanmoins, Hayo aussi a un objectif de rentabilité pour assurer sa pérennité. Mais comme il est établi, comme nous le savons tous, nous qui sommes là aujourd'hui, que les zones de services universels sont des zones réputées à faible rentabilité ou non rentables du tout. Donc, il y a un gap manifeste qui doit être comblé par l'appui du FDSUD. C'est d'ailleurs ce qui est stipulé dans le décret accès service universel avec le financement des coûts nets. Aujourd'hui, Hayo doit être accompagné par le service universel, effectivement, pour être une structure rentable. Donc, Hayo n'est pas rentable actuellement? Hayo a besoin, je vous le dis, c'est un opérateur de service universel qui doit recevoir des subventions pour combler le gap du coût net, du financement du coût net. Donc, il y a besoin, effectivement, d'accompagnement du Fonds de développement du service universel pour équilibrer l'exploitation. Voilà. Parfait, merci. Et nous comptons beaucoup sur le Fonds de développement du service universel pour, en tout cas, qu'on puisse mettre en œuvre ce mécanisme. Tout à fait. Si on peut avoir aussi des intervenants du FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécoms, partenaires également de ces après-midi de la tech, tout comme de l'ARTP. Je vois mon tourneau Ousmane Diaye dans le public. Ce serait bien si on peut avoir ces acteurs importants, évidemment, de l'écosystème des télécoms pour avoir quelques autres précisions sur l'intervention de Mme Fatimata Anba, qui est la directrice générale de Hayo Sénégal et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être l'invité spécial de ces après-midi de la tech. On avance un peu, le temps peut-être que le public pose d'autres questions. Fatimata, actuellement, vous en êtes où côté projet, mis à part de tout ce qui a été dit tout à l'heure? Oui, Ousmane. Aujourd'hui, avec l'attribution des fréquences GSM, nous sommes dans la phase de mise à l'échelle de notre réseau GSM pour couvrir toute la région de Matam. Après une phase pilote qui a été concluante, qui a permis de désenclaver des villages qui n'ont jamais, des villages vraiment qu'on peut qualifier de zones blanches, parce que ces villages-là n'ont jamais eu de téléphone depuis que les télécommunications existent au Sénégal. Donc, il y a déjà une première phase, mais nous sommes en train de déployer ce projet-là au niveau de toute la région de Matam. Donc, c'est la mise à l'échelle du projet GSM. Un autre projet important du fait que nous allons sur le GSM, c'est le roaming national, parce que nous allons sur des technologies identiques aux trois autres opérateurs. Et il est important que ce roaming national, qui est consacré au niveau du Code des communications électroniques, soit mis en œuvre rapidement pour permettre à nos abonnés, quand ils sortent de la région de Matam, comme vous l'avez dit tantôt, de pouvoir continuer à utiliser les services de télécommunications. Un troisième point important au-delà de ce projet GSM et du roaming national, c'est l'extension, on en a parlé également, de la zone du cahier des charges au niveau d'autres régions, voire nationales. Notre solution, on l'a dit, est une solution réplicable qui peut être déployée très rapidement, adaptée au milieu rural, et nous envisageons, dans le cadre, en tout cas nous proposons au FDSUD, dans le cadre du projet de couverture des zones blanches, de pouvoir effectivement nous permettre d'utiliser cette solution-là, mais également en partenariat avec les autres opérateurs, comme je vous le disais tantôt, pour faire de la co-construction au niveau des nouveaux sites de services universels. Donc, ils apporteraient l'infrastructure qu'ils ont, nous apportons le réseau d'accès, l'accès en utilisant nos solutions. Ça permettrait d'aller vite et également de couvrir rapidement les zones blanches. En tout cas, c'est les projets sur lesquels nous travaillons. Et au-delà de ça,
peut-être à plus moyen terme, c'est une extension, ou bien en fait aller au niveau de la sous-région. Et c'est là où nous voulons quand même rappeler encore les États, l'État, l'ARTP, les FDSUD, pour faire de ce modèle-là un champion exportable au niveau de la sous-région. Je ne reviens pas sur la partie transfert d'argent, mobile money, parce que pour moi, c'est en cours de finalisation. Oui. Voilà. Merci. Mis à part, pour me répéter un peu ce que l'on vient de dire, il y a aussi sûrement le projet de densification du réseau. Vous en avez dit un mot, mais c'est important que vous reveniez un peu là-dessus. En termes de densification, de modernisation de votre réseau, quels sont les travaux peut-être prévus ou en cours? Donc, je vous disais, c'est la mise à l'échelle, c'est le déploiement du GSM sur la région de Matam, qui a eu du retard du fait de la non-disponibilité des fréquences. Au-delà de ça, il y a également un projet en cours sur l'augmentation de la bande passante. Parce que nous savons que tout est basé maintenant sur l'Internet. Les utilisateurs consomment de plus en plus de bande passante et nous avons un projet d'augmentation de cette bande passante qui permettra d'apporter une meilleure expérience client au niveau de l'accès Internet. Et c'est un projet qui est en cours avec un opérateur de la place pour nous augmenter notre capacité au niveau de Matam. Prévision sur la couverture de services universels? Aujourd'hui, si je reste sur le premier cahier des charges par rapport à la couverture des 166 villages, on est au-delà de la couverture. Maintenant, par rapport aux services de couverture 2G, 3G ou 4G, c'est là où je vous dis il faut qu'on fasse une mise à l'échelle du projet GSM. Oui, merci beaucoup pour cette précision, pour ces précisions au pluriel, Madame la Directrice Générale. Il y a d'autres questions, je pense, qui ont déjà trouvé réponse, notamment une question, mais née d'abord d'un constat de quelqu'un du public, c'était avant que l'on ne tienne ce direct. Il dit, le bilan du projet et son impact dans la numérisation de la région de Matam. La région de Matam est une région caractérisée par de grandes distances entre les villages et ou les hameaux, un relief très accidenté par endroits, une exigence notoire en investissement pour un bon réseau de télécom, une clientèle pas en grand nombre, surtout dans les zones sous la compétence du service universel. Avez-vous un accompagnement de l'État pour une bonne exécution de ce service quasi régalien, si l'on note un peu l'équilibre qu'il doit y avoir d'un point de vue financier? Mais je pense que vous y avez déjà répondu en disant que vous attendez que le service universel fasse un geste. Je parle du FDSUD. C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et actuellement, si on peut revenir un peu déjà des années à des années en arrière, lorsqu'il s'est agi de mettre en place le CSU, c'est une première que je sache bien dans l'histoire de Télécom au Sénégal. Il y avait eu quelques hésitations, j'imagine, du côté des entreprises sénégalaises? Oui, Ousmane, effectivement, c'est une expérience assez inédite. Inédite, oui. Et il faut saluer aussi quand même vraiment le management qui a été fait au niveau de l'organisation professionnelle des TIC. Parce que ça a été un accompagnement. Optique a lancé une sorte d'appel à participation à tous les acteurs, au-delà même des membres, à tous les acteurs qui sont dans le numérique, qu'on soit membre d'Optique ou pas. Donc, Optique a informé, a joué un rôle d'information auprès de ses membres ou même auprès de l'écosystème en disant attention, l'État envisage de lancer une licence, un appel d'offres pour l'octroi d'une licence de service universel. Et ce serait bien que nous travaillions ensemble, que nous voyions comment monter un consortium. Optique, je pense même à l'époque, avait pris un consultant pour présenter le service universel, pour sensibiliser les acteurs sur c'est quoi le service universel. Qu'est-ce que c'est que le service universel, quelles sont ses missions, quelles sont les attentes du service universel. Et effectivement, beaucoup d'entreprises s'étaient manifestées, d'autres non, parce que les gens, ils ont leurs croyances. Non, mais on n'y croit pas, ça ne marchera jamais. Non, mais bon, c'est toujours comme ça. Effectivement. Donc, au début, on était quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises, quand je dis d'acteurs, à venir aux réunions d'information qu'Optique menait. De fil en aiguille, certains acteurs ont désisté et au bout du compte, il y en a eu effectivement 7 qui ont pu effectivement, qui y ont cru jusqu'au bout. Je disais au bout du compte, c'est-à-dire effectivement au fur et à mesure qu'on avançait dans les présentations, dans la modélisation du consortium,
du GIE, c'était un groupement d'abord, effectivement, les entreprises se sont désistées ou bien ne participaient plus. Et donc, c'est les entreprises qui sont restées, qui ont cru jusqu'au bout et qui ont soumis une offre, qui ont construit l'offre de réponse à l'appel d'offres, qui aujourd'hui ont cette licence. Et l'expérience montre qu'il ne fallait pas être déçu à l'époque? Tout à fait. Tout à fait. L'expérience montre qu'il faut croire en ce qu'on fait. Oui. Il faut croire et puis il faut avoir un préjugé toujours positif. Quand on dit non, mais bon, ils ont l'habitude, c'est toujours comme ça ne marche jamais, et ça ne marchera jamais. Maintenant, quand on y croit et que de toutes ses forces et qu'on œuvre pour que ça marche, ça finit toujours par marcher. Et on sait que quand les gens sont regroupés, ils ont une force. Ils ont une force et effectivement, ils sont complémentaires. Je le disais tantôt de nos partenaires opérateurs, mais même nous, l'écosystème, nous sommes des acteurs, peut-être pas de la dimension, quand je dis l'écosystème du numérique, les PME du numérique n'ont pas la dimension des opérateurs, mais quand elles se sont regroupées pour, en tout cas, soumettre une réponse, ça a marché. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, j'ai entendu le président de la République lui-même recommander aux entreprises, au secteur privé, de fédérer ses forces. Parce que l'union fait la force, de fédérer ses forces et de pouvoir être fort et de répondre à des appels d'offres. Et nous, c'est grâce à effectivement cette compilation d'expériences de tous bords, parce que les entreprises étaient dans plusieurs secteurs du numérique. C'est comme ça qu'on a pu apporter une réponse qui sort du lot et qui a gagné la licence. C'était quand même pas facile. C'était un appel d'offres international avec des mastodontes en face. Bravo, bravo en tout cas à nos entreprises sénégalaises, à nos locaux. On reviendra un peu, et j'aimerais peut-être qu'on va finir sûrement là-dessus. Le conseil présidentiel sur l'emploi, Hayo a dit le rôle et puis les actions concrètes pour le recrutement des jeunes au Sénégal. Vous allez peut-être nous donner un peu votre regard là-dessus, mais un peu avant, comment faire de Hayo aujourd'hui un champion national, voire régional? Alors, faire de Hayo un champion national, voire régional, c'est pas compliqué, Ousmane Gueye. Aujourd'hui, l'expertise est là, la compétence est là, les ressources sont là. Hayo a besoin peut-être d'un accompagnement financier pour effectivement pouvoir pérenniser et solidifier ce qu'il est en train de faire. Je vous ai parlé de toutes les innovations, de tout le travail que l'équipe a pu mettre en place. Donc, l'expertise est là, l'expérience est là, et c'est grâce à vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche et d'abnégation que les gens ont pu réussir à le faire. Donc, en faire un champion, c'est déjà, moi je dis, Hayo, l'opérateur de service universel, du fait déjà de ses réalisations, est champion. L'opérateur de service universel, le service universel, je le dis, c'est un de nos slogans, l'État en a rêvé, mais c'est sur Hayo l'a fait. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un acteur qui a désenclavé des zones rurales. Donc, on l'a fait. Donc, cet acteur-là, parce que c'est la problématique du financement. Si le financement est réglé avec l'accord du FD Sud, cet opérateur peut être un champion au niveau national. Et surtout, continuer sur le volet innovation. Le monsieur Sarr en a parlé tout à l'heure. Cette innovation, elle est là. C'est des acteurs du numérique qui font des télécommunications. C'est quand même, et aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle la convergence. C'est un atout. C'est un atout, il faut le développer. C'est des équipes jeunes, c'est des équipes en plus de ces régions-là. On a quand même, quand je dis, on a développé l'emploi au niveau de Matam. C'est des ressources de Matam. C'est des élèves, des étudiants de Matam qui ont fait des télécommunications ou qui ont fait autre chose, qui travaillent aujourd'hui chez Hayo. Donc, en faire un champion national, c'est juste renforcer la partie financement, parce que c'est ça qui permet de faire des investissements supplémentaires et de pérenniser. Champion national, champion au niveau de la sous-région, c'est l'accompagnement, parce qu'il y a des cadres réglementaires, l'accompagnement, on en a parlé dernièrement avec la RTP, de certains échanges, l'encadrement, travailler avec le régulateur, avec le ministère, avec le FDSU, modéliser le modèle économique, le modéliser et le déployer au niveau de la sous-région. C'est vraiment quelque chose de facile à faire et surtout, ça va permettre de générer de l'emploi parce que l'emploi, c'est sur le terrain. Quand on déploie des réseaux, on utilise de la main-d'œuvre. Quand on déploie une force commerciale, c'est de la main-d'œuvre. Donc, ça va en même temps créer de l'emploi.
Donc, les suggestions, c'est vraiment renforcer les entreprises qui existent, qui créent de la valeur. Il faut les renforcer parce que ça va permettre de créer de l'emploi et de l'emploi pérenne. Merci beaucoup. Ça tombe bien, on termine par ce conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique des jeunes et sur l'emploi demain à Diamniadio, demain jeudi 22 avril. Vous en pensez quoi? Évidemment, comme tout le monde, vous estimez que le numérique peut apporter une réponse à la problématique de l'emploi au Sénégal. Tout à fait, Ousmane. Je pense que c'est déjà une excellente chose, ce conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Ça va permettre effectivement d'échanger, en tout cas au président d'échanger avec les acteurs concernés, de recueillir directement les préoccupations, les suggestions qui vont sortir de ça. C'est une très bonne chose. Hein, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est important, c'est au-delà du conseil présidentiel, c'est le suivi. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que effectivement, les gens, le Sénégal est vraiment maître dans la mise en place, dans les idées. Et le Sénégal a d'excellentes idées, a d'excellentes politiques même. Aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, c'est d'un problème de suivi de mise en œuvre. De suivi de mise en œuvre, qui dit suivi dit évaluation. Quand on suit effectivement des décisions, quand on suit l'applicabilité de certaines politiques, mais on peut à tout moment sortir des indicateurs et des indicateurs partagés. Et là, je dis encore, le secteur du numérique est là pour apporter des solutions. Il y a des outils qui permettent de le faire. Il y a des outils. Donc, il y a des développements d'applications, il y a des développements de plateformes. Donc, le numérique, c'est vraiment le moteur, en tout cas, aussi bien de la création d'emplois jeunes, mais aussi le moteur du développement, parce que tout est orienté aujourd'hui vers le digital. Le numérique peut permettre de recruter énormément de jeunes. Et comme je vous dis, le numérique, c'est l'innovation, c'est de la créativité. La créativité, l'innovation, c'est les jeunes. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Vous prenez ces jeunes, vous encadrez par une expérience, par un staff, ou bien en tout cas des seniors. Mais les jeunes, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est l'énergie. Donc, il faut exploiter cette énergie-là, la canaliser, c'est-à-dire l'encadrer. Je ne sais pas vous, mais l'encadrer. Quand je dis encadrer en termes de démarche méthodologique, hein, pas encadré en termes de restrictions, non. Encadré en termes de démarche méthodologique et on obtient le meilleur. Mais tout ça s'accompagne d'un suivi et d'une évaluation et de mise en place d'outils de suivi-évaluation qui sont accessibles par tous, que tout le monde peut documenter avec des niveaux d'habilitation donnés. Tout le monde peut renseigner. Aujourd'hui, même au niveau présidence, on peut avoir un tableau de bord et ce tableau de bord est issu des informations renseignées, par exemple, au niveau de chaque secteur. Et au niveau de chaque secteur en termes de création d'emplois. Et pour moi, la création d'emplois, c'est le privé. L'État définit un cadre qui favorise, l'État accompagne, mais c'est le secteur privé. Donc l'État peut s'appuyer sur ce secteur privé-là en mettant en place des indicateurs et du suivi. Mais le numérique, en tout cas, Ousmane, est là pour créer de l'emploi. Le numérique peut créer de l'emploi pérenne. L'emploi ou auto-entrepreneuriat aussi, hein, mais moi je crois, auto-entrepreneuriat, il faut aussi encadrer, mais de l'emploi pérenne. Donc, il faut vraiment favoriser le développement, le financement de ces entreprises du numérique. Aujourd'hui, c'est une problématique, ça me permet d'en parler. Hayo, au-delà du FDJ, pourrait être accompagné en termes de financement, parce que nous avons quand même une mission de service public. Nous avons une mission de service public. Mais il y a des problèmes du fait souvent des textes. Des textes qui fait que nous sommes dans le secteur des télécommunications. Non, mais c'est un secteur effectivement rentable, c'est vrai. Donc, vous n'êtes pas éligible. Souvent. Le secteur des télécommunications, vous n'êtes pas éligible. Code des investissements, par exemple, la PIX, le code des investissements, un acteur comme Hayo se présente, je suis en milieu rural, je fais des investissements, je veux être éligible, je veux avoir un agrément au code des investissements, on étudie le dossier, non, vous n'êtes pas éligible. Pourquoi? Secteur des télécommunications. Donc, vous avez tous les inconvénients, inconvénients entre guillemets, du fait que vous êtes secteur des télécommunications qui est un secteur où tout doit être rentable. Mais si vous n'êtes pas cantonné dans des zones blanches ou des zones grises ou d'ombre, comme disait M. Sarr. Donc, il y a cette problématique aussi au niveau environnemental. Quand l'État, quand un acteur comme Hayo, et même au niveau fiscal, quand un acteur comme Hayo
est traité comme tous les autres acteurs de télécommunications, et disant c'est le secteur des télécoms, donc vous êtes au centre des grandes entreprises et soumis au régime du centre des grandes entreprises, ça pose problème. Donc, il y a cette transversalité, et tout ça, je pense que c'est le ministre des télécommunications, en tout cas, qui est chargé de notre secteur, c'est notre autorité, c'est des messages que nous lui lançons, et il doit prendre son bâton de pèlerin pour essayer quand même de voir les réformes à mener, aussi bien au niveau du secteur du numérique, mais au-delà, quels sont les impacts de ces réformes-là dans les autres secteurs. Un inspecteur des impôts, vous lui dites ça, je suis opérateur de services universels, il ne sait pas ce que c'est. Il dit oui, mais vous êtes gentil, mais moi, mes textes ne me permettent de rien faire pour vous. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Vous allez ailleurs, mais il a parfaitement raison. Donc, nous, on a compris cela et on a compris également qu'on était un projet pilote qui permet de recueillir les dysfonctionnements, les contraintes et voir comment les améliorer pour les apporter à l'État et dire à l'État, voilà ce qu'on a vécu sur le terrain, voilà ce que nous pensons qu'il faut améliorer. Et nous saluons, je le répète encore, l'esprit du FDSUD, l'unité de coordination et de gestion, puisqu'ils ont pu capitaliser sur ces expériences-là, en tout cas, qui leur a permis de définir un nouveau modèle qu'ils veulent expérimenter. Voilà. Donc, pour l'emploi jeune, le numérique, c'est vraiment un moteur aussi bien de création d'emplois jeunes. Le numérique, c'est aussi un moteur de croissance. Mais tout ça, il faut du suivi, il faut de l'évaluation. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Fatimata Anba était notre invitée aujourd'hui dans les après-midi de la Tech pour revenir sur les missions de Hayo, les défis, les objectifs, les ambitions également. Osons le terrain. Il a été en tout cas osé par Loumassar, par vous-même. Et je rappelle également que beaucoup de problématiques soulevées ici ont déjà fait l'objet de panels par le passé dans le cadre de ces après-midi de la Tech. Je pense à la mutualisation des infrastructures, je pense au panel sur le financement et l'échange entre les différents acteurs qui avaient reçu notamment les directeurs généraux du Fonds 6, mais également de Teranga Capital, ADER et l'ensemble de ces acteurs. Nous avions également parlé dans le cadre de ces après-midi de la Tech du free roaming, de l'inclusion numérique via les télécoms, de tant de thématiques qui peuvent être, il me semble, importantes pour un suivi. Je fais exprès d'ailleurs de vous partager le lien de notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces panels depuis bientôt 1 an. Et puis, je vous convie également au panel de mercredi prochain. Nous serons le mercredi 28 avril 2021. Nous allons consacrer un panel à un champion du Sénégal dans tout ce qui est enseignement à distance aujourd'hui. Évidemment, vous me voyez venir, je parle de l'Université virtuelle du Sénégal. Nous allons recevoir le coordinateur, le professeur Moussalo, pour revenir un peu sur les missions de l'UVS, sur les défis, mais également sur ce qui a déjà été fait. Et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire déjà, même si ça fera l'objet d'une publication un peu plus tard. Je viens de partager avec vous le lien vers l'inscription, pour l'inscription en ligne. Et puis, j'en profite d'ailleurs pour vous partager aussi avec vous le visuel déjà de ce panel avec le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, mais également d'autres acteurs qui vont échanger avec lui le temps d'une après-midi, dans les après-midi de la Tech, pour parler également de l'Université virtuelle du Sénégal et de l'ensemble de ces thématiques qui intéressent la vie du numérique au Sénégal et à l'étranger. Merci Fatimata Anba. On vous donne rendez-vous bientôt pour faire le point un peu sur la vie de Hayo. Merci Ousmane, merci. Permettez-moi vraiment de remercier déjà toutes les équipes de Hayo, tout le management. Remercier également le ministère en charge des télécommunications et tous ses démembrements, le FDSUD, l'ADIE, et leurs équipes, remercier l'ARTP pour son accompagnement permanent. Quand je dis l'ARTP, depuis les concepteurs, on va dire, du projet de service universel, parce que comme vous voyez, ça a pris du temps, mais il y a des gens qui étaient là dès le départ, qui ont conçu ce projet-là. Beaucoup ne croyaient pas qu'effectivement ça allait marcher, mais par la grâce de Dieu et l'abnégation et le travail de tous,
vraiment, ils ont réussi effectivement à faire, en tout cas, que le service universel soit une réalité au Sénégal. Je remercie également vraiment mes présidents et la confiance que les gens ont portée en ma personne pour, en tout cas, mener cette aventure. Voilà, je remercie tout le monde. Merci pour votre participation. Merci à vous, Fatimata Anba. Vous ne nous avez pas déçus. Vous n'avez pas déçu le public non plus, j'espère. En tout cas, nous vous recevrons prochainement, Inch'Allah, pour faire le point un peu sur cet opérateur Hayo, évidemment né de la rencontre de plusieurs intérêts économiques, acteurs économiques sénégalais. Je pense que le modèle est important et puis nous ferons l'obligation morale, professionnelle de suivre évidemment votre travail. J'en profite également pour remercier l'ensemble des acteurs qui figurent sur l'infographie et qui nous accompagnent depuis bientôt un an dans le cadre de ces après-midi de la tech, parce que nous sommes convaincus qu'il faut un cadre où les acteurs du numérique sénégalais et même pas sénégalais se retrouvent. Je dis bien pas sénégalais parce que nous avions reçu il y a quelques mois déjà l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique. Lorsque on parlait d'e-administration, on sait très bien que l'Estonie est aujourd'hui la mecque du numérique quand on parle évidemment d'administration en ligne. Merci à tout le monde. Ce panel fera l'objet d'un replay sur l'ensemble de nos plateformes digitales un peu plus tard en fin d'après-midi. Merci à tout le monde. Merci au public qui nous suit sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Et puis, je vous donne rendez-vous comme promis, donc mercredi 28 avril, autour de la thématique Sénégal, enseignement à distance, l'UVS, en plein dans l'innovation, le thème que nous mettons au cœur, bien sûr, du panel du 28 avril prochain. Merci à tout le monde, bonne soirée, bonne fin d'après-midi, et puis à mercredi prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.